Sud Radio, ça débat chez Expert, 9h-10h, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver. On est ensemble jusqu'à 10h et nous allons commenter l'actualité ce matin avec Nicolas Jeannetet. Bonjour. Bonjour. Directeur des centristes et conseiller de Paris. Jean-Luc Benamias. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Membre de la Ligue des droits de l'homme. Salut Jean-Luc. Ancien membre Salut. du Conseil économique, social et environnemental. Il fait beau à Marseille? Comme d'habitude. Il fait Comme 30 d'habitude. degrés, j'imagine, dans les Comme calanques. d'habitude. 30 degrés dans les calanques, non? Il fait beau. Non, 30 degrés c'est beaucoup, mais plutôt au-dessus de 25, ça c'est sûr. Voilà. Et dans le sud-ouest, il fait encore meilleur, paraît-il. Alexandre Paraît-il. Madafaï, président du think tank Sinopia, bonjour. Valérie, bonjour à tous. Et Lamia El Harraj, bonjour, conseillère de Paris et porte-parole du Parti Socialiste. On va évidemment revenir sur l'émotion autour du meurtre sordide de la petite Lola et puis de la récupération politique. On va parler de cette grève. Est-ce qu'il y a une mobilisation importante? Est-ce que vous faites grève? Dites-le nous, vous pouvez nous suivre, vous le savez, sur les réseaux, le compte Twitter de Sud Radio ou encore sur Facebook et YouTube. Et puis la pénurie d'essence, ça devrait aller mieux, nous dit-on, mais ça ne va pas mieux. À suivre donc ces débats. On commence avec Alexandre, votre coup de gueule, c'est d'actualité. Demain, Sud Radio toute la semaine est au Mondial de l'automobile. Demain matin, la matinale de Patrick Roger. Et vous vouliez parler de ça? Oui, c'est un coup de gueule ou plutôt un coup de mou sur ce salon de l'auto, ce mondial de l'auto 2022, que je trouve un peu triste dans son exposition, puisque finalement la plupart des grandes marques, en dehors des marques françaises et de quelques chinoises, n'y sont pas, parce qu'on fait la part belle à l'électrique. Alors c'est bien, c'est tendance, mais on perd un peu quand même le sel de ce qui pouvait faire rêver. Je me souviens la maire de Poitiers qui avait dit il y a quelque temps qu'il fallait arrêter de prendre Saint-Exupéry comme modèle. Voilà, on est dans une approche assez bizarre sur un plan philosophique, où finalement sur la question des voitures, on va se dire que le seul endroit où on pourra voir encore des jolies voitures, et Dieu sait qu'elles posent des problèmes, mais après il faut peut-être continuer à rêver, ça va peut-être d'aller à l'étranger, en dehors du continent européen, ça me pose quand même un petit problème, mais au-delà de ça, cette marche forcée sur le tout électrique, elle devrait nous poser beaucoup plus de questions qu'on s'en pose. Tous les experts et les constructeurs disent qu'on est dans une impasse, qu'on est dans un impensé stratégique de comment ça va se financer, s'organiser et se payer par les consommateurs. Je peux vous garantir qu'en 2030 ou 2035, on va se réveiller avec un gros mal de crâne sur le combien va coûter le kilomètre électrique roulé. Parce que pour l'instant, l'État ne prend que de la TVA sur le carburant électrique. Quand il va remettre le même niveau de charge que sur le carburant pétrole, vous allez voir. Mais par-delà, les installations, la manière dont ça va se déployer, tout ça n'est pas pensé. Et ce qui me fascine, c'est que ceux qui décident de ça aujourd'hui, ce sont les mêmes qui ont décidé il y a 10 ou 15 ans de torpiller la filière nucléaire française. Dont on voit aujourd'hui à quel point c'est une erreur majeure, une faute stratégique majeure. Et c'est les mêmes, accessoirement, qui ont décidé de lancer la guerre économique totale à l'Ukraine, en disant vous allez voir ce que vous allez voir, et on voit aujourd'hui ce qu'on voit, c'est effectivement des conséquences majeures. Je dis pas qu'il fallait rien faire sur la Russie, pardon, mais en tout cas peut-être pas de la même manière que ça s'est produit. Donc ces impasses-là, ces impensés-là, devraient alerter les Français, ils devraient interpeller leurs élus, parce que pardon, on va se réveiller un jour sur ces sujets, là encore, une filière qui aurait été sabordée, et on se dira peut-être dans 10 ans, ah merde, on a perdu le savoir-faire, on est un peu en retard par rapport aux autres pays, et on sera dans une position encore plus compliquée qu'on l'est aujourd'hui. Jean-Luc, sur ce que vient de dire, parce que ça vous concerne plus particulièrement, sur l'écologie, parce que c'est l'argument principal. Ce qui m'étonne toujours, Ouais. Alexandre, c'est la solitude de notre pays à penser seul que l'énergie nucléaire est l'avenir de la production d'énergie électrique dans le monde et en France. Je le rappelle à chaque fois, même si la France est le premier pays en production énergétique, près de 70% de notre énergie est produite aujourd'hui par le nucléaire, dans le reste du monde, il n'y a aucun pays qui a mis en place de manière centrale l'énergie nucléaire électrique comme priorité. Qu'il y ait besoin à un moment ou à un autre, comme en ce moment, notamment en France, même en Allemagne et dans d'autres pays, de production d'énergie nucléaire, d'accord, mais répondre que c'est la seule solution n'est pas la réalité. On a Très jamais loin dit d'être ça, la réalité. Jean-Luc. Le problème de la réalité de tout ça, c'est comment on passe à une société de sobriété tout en restant actif pour la population et l'ensemble des salariés et des salaires et des productions nécessaires. C'est ça le sujet. C'est pas de savoir s'il y a une énergie qui remplace toutes les autres. Le mix énergétique est totalement obligatoire avec une sobriété
travaillée et une sobriété acceptable pour l'ensemble de notre population. Oui. On n'a jamais dit le contraire, Jean-Luc. On a toujours Nicolas dit en Jeantet. France qu'il faut se forcer sur le nucléaire et avoir un mix énergétique par les éoliens et les panneaux photovoltaïques. Non, mais il y a Donc- plein d'autres solutions, Mais- Nicolas, on a déjà discuté. Et à quel prix, Jean-Luc Jean-Luc, et à quel prix? À quel Déjà, prix le et dans quel problème délai? Aujourd'hui, c'est qu'il faut Mais à retrouver quel prix notre le nucléaire? souveraineté énergétique Comment tu peux expliquer? et notamment nucléaire qu'on a malheureusement foutu en l'air et on va pas revenir Mais là-dessus. qui a que- foutu en l'air Ça a les commencé, différents gouvernements, chez personne. Hollande et ça a surtout continué Mais chez non, Macron mais non. avec cet accord avec les Verts et notamment Nicolas Hulot qui obligeait l'État à fermer des centrales nucléaires. Le problème, il vient de là. Heureusement qu'on a obligé. fermé Fessenheim. Et on est- C'est sur une faille sismique. Heureusement qu'on a fermé Mais non, Jean-Luc, Jean-Luc. La faille Elle était sismique, elle est dans la tête des gens qui nous gouvernent. Elle était réparable. Et de ce fait, on a essayé d'acheter Ah, de une l'énergie faille à sismique, c'est quelques kilomètres, réparable. C'est nouveau, ça. kilomètres de Fessenheim, du charbon en Allemagne, de l'énergie totalement carbonée. Bon, on va avancer parce que L'Allemagne ça va passera, réagir, la Damien, si vous un voulez petit mot. réagir. Un Bon, petit mot sur allez. le salon quand même de Ouais. la voiture, d'automobile. Moi, je suis pas aussi négatif que toi. D'abord, j'ai hâte d'y aller parce que je voudrais voir la fameuse 4L 4L, électrique. 4x4. Quand même, j'ai envie de la voir. Et puis, on est obligé d'y aller. L'Europe a décidé qu'en 2035, c'était la Ouais. fin des voitures C'est une folie. thermiques. C'est Non, une folie. c'est pas une folie. Ah, si, si. Maintenant, la France vient encore d'être condamnée. On va peut-être en parler tout à l'heure. Ouais. Pour pollution atmosphérique, on meurt aujourd'hui. 30 000 personnes meurent aujourd'hui des particules fines provoquées par les voitures. Donc, on est obligé de s'y mettre. Je suis d'accord. Alors, après, il y a des évolutions. La batterie est encore polluante. Elle n'est pas recyclable. Il y a plein. Le lithium Ouais, des est détails, exploité. des détails. Le lithium est exploité en Afrique par des enfants. Que Et des le détails, fait de la que des cheminée. détails. Pardon? Que des détails. Ben, c'est pas des détails, c'est Ah bon important. Voilà, c'est Ah oui. très très important. Demain, la matinale de Sud Radio sera sur le salon Équipe Auto et jeudi, Jean-Jacques voudrais Bourdin juste dire au un mot mondial que- de l'auto, Lamia. Moi, je suis Lamia particulièrement Larrache. choquée que vous considériez que ce soit un détail. J'avais pas forcément l'intention de C'était un peu cynique. réagir, mais C'était peut-être un peu cynique. c'est- Vous voyez, c'était. d'accord, Je ça crois me qu'il faut rassure, le prendre parce au que deuxième degré. je crois pas que Ouais. aujourd'hui le fait que la planète soit en train de brûler, Ah oui. le fait que on doit Non. trouver des solutions, ne vous en déplaise, pour Ouais. sortir de cette pollution atmosphérique qui non seulement tue, mais en plus de ça tue nos ressources, tue la biodiversité, et que quelle planète on va léguer à nos enfants, je pense pas que ce soit un détail. Mais si c'est cynique, tant mieux, ça veut dire que vous avez Non, conscience de l'urgence de la situation. Ce qui est peut-être et ce qu'il qui n'est est pas un détail, urgent c'est la d'agir. façon dont on Alexandre. fabrique les batteries électriques. Ce qui n'est peut-être pas un bien détail et l'impact écologique. Voilà. Vous Ce qui avez n'est pas tout un à fait détail, c'est raison. qu'aujourd'hui, une voiture Bien sûr, électrique, bien il sûr. faut au moins 200 000 km pour qu'elle rentre dans un bilan carbone positif. Elle est- Donc tout ça, on vous a avez- tendance Il à y a le pas- négliger. elle On a est tendance pas à le aussi- négliger. oui, elle Et est- pardon, vous verrez en 2035 combien on va payer le courant électrique pour charger les voitures. Ah, mais ça, c'est un vrai problème. Ça Je suis sera, d'accord. ça sera, Je suis à mon d'accord. avis, un obstacle majeur à la mobilité. Et rendez-vous dans ce... Et ça, c'est un impensé stratégique. Si vous voulez pas y penser parce que vous êtes socialiste et bien pensant, il n'y a pas de problème. Mais je pense qu'effectivement, cette manière de raisonner en politique aujourd'hui nous a mené dans le mur dans plein de sujets. Je comprends que le nucléaire fasse débat, mais il n'empêche que si aujourd'hui on avait gardé notre capacité à 100%, ce qu'on aurait pu avoir, on serait, j'allais dire, les rois du pétrole, si je puis dire, les rois de l'électricité en Europe. On serait pas dépendant des Allemands pour le charbon et on serait en position de force. Et en plus, les Français, et les Français ne paieraient pas aussi cher leurs factures. Si Je je peux pensais juste pas. Oui, répondre, Lamia quand même, Larrache. parce que si on pouvait Ouais. s'éviter les procès d'intention, ce serait quand même Ouais. fort La gauche est agréable. assez forte parfois pour ce genre de Bah, pensée. D'accord. Ça Il y va, a j'ai pas le droit que de la parler gauche, elle ou peut vous parler, considérez oui. que vous avez le monopole de la Je parole? parle aussi, merci. Donc, en fait, Allez-y. vous parlez beaucoup, oui, en l'occurrence, en Allez-y, faisant des Lamia, procès d'intention Lamia. par ailleurs. Donc, la question n'est pas celle de la bien-pensance de la gauche ou de la droite, c'est pas ça le sujet. Le débat que vous soulevez, planète, il est fondé, quand même. il est réel. C'est-à-dire que la question de la pensée stratégique, elle est très concrète. Aujourd'hui, vous avez évoqué la question de la situation en Ukraine, qui nous a quelque part obligés, contraints, qui a accéléré aussi cette réflexion-là sur l'indépendance énergétique de la France et sur comment est-ce qu'on envisage les prochaines années. Sur l'électrique, vous avez raison, il y a tout un ensemble de pans qui sont aujourd'hui manquants, notamment la production des batteries, notamment leur élimination. Ensuite, Il n'y a pas de ultérieurement, modèle- il y a pas la de modèle question économique pour le de la recyclage des question, batteries. exactement, la question du coût. Tout ça, c'est des vraies questions. Mais je ne pense pas que, en étant à coup de Yaka Faucon, on puisse y arriver. Il faut une réflexion qui soit plus globale. Et je constate qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a une grande loi sur les questions écologiques qui arrive dans les prochaines semaines. Peut-être que ce sera l'occasion d'en parler sans bien-pensance. Allez, on s'arrête un tout petit moment, une petite pause et on continue avec notre tour de table. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, ça débat chez Expert, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à 10h, on continue notre tour de table. Alors Jean-Luc, c'est en lien avec la manif de dimanche, la marche de Bon, dimanche. c'est en lien avec toutes les manifestations sur le comptage des manifestants. Ouais. Avec cette polémique habituelle et complète qui est que
les dirigeants des manifestations déclarent un nombre de manifestants. Généralement, il est multiplié par 3 par rapport au nombre. Et la police donne un nombre, ou le ministère de l'Intérieur donne un nombre de manifestants. Généralement, il est divisé par à peu près 1,5 ou 1. Donc, si vous voulez, à chaque fois, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ce qu'on a vu dimanche, c'est qu'il y avait plusieurs dizaines de milliers de personnes. On va dire 40 000 à 50 000. 30 000, le chiffre de la préfecture avait été donné avant la manifestation. Le problème, c'est que le lendemain, il donne exactement le même chiffre. Et le cabinet occurrence. J'allais y venir. Le cabinet occurrence n'est pas non plus la science infuse. Ils peuvent se tromper de plusieurs milliers de personnes. Donc on va dire que... Milliers, mais peut-être pas dizaines de milliers. Milliers, oui, dizaines de milliers, non. Entre 30 000 et 150 000, il y a une marge quand même. Mais justement, je dis par là que généralement, le chiffre donné par la préfecture ou par la police est plus proche de la réalité que le chiffre donné par les manifestants. Je ne vais pas me faire que des amis en disant cela. Mais c'est clair. Clairement, sur une manifestation comme celle de dimanche, je vais aller vite, sur 1 kilomètre de grandes avenues, on met 20 000 personnes par heure. Alors il suffit après, en grande partie, de calculer 20 000 personnes par heure, et globalement ça va à 2 km/h une manifestation. Combien de temps dure la manifestation? On multiplie par 2 ou par 3, et on arrive à un chiffre à peu près égal. Parce qu'une manifestation, ça n'avance pas toujours à la même vitesse, le regroupement n'est pas toujours aussi nombreux qu'au démarrage ou à la fin, et ainsi de suite. Ouais. Ce qui fait que voilà, cette polémique me paraît inutile. Ce qu'on peut dire tout à fait, c'est que quand même plusieurs dizaines de milliers de personnes ce dimanche sont venus manifester à Paris, ce qui n'est pas totalement rien. Je vois mal qui pourrait faire aussi bien dans les jours qui viennent, en dehors des syndicalismes, mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Bon. C'est bien et pas bien. Bien, parce qu'effectivement, Jean-Luc Mélenchon réunir quand même 40-50 000 personnes, aucun, effectivement, notre parti politique, en tout cas nous la droite, on serait incapable de le faire, mais c'est pas bien non plus parce qu'ils n'ont pas réussi à engranger derrière tous les gilets jaunes, et donc finalement on avait, dans l'ordre des manifestations, uniquement les militants de la France Insoumise, de NUPES, d'une façon générale, et encore même pas la gauche traditionnelle. Donc c'est à la fois positif et négatif, je trouve. Voilà. Allez, je voudrais qu'on avance. Voilà. Lamia, c'est un coup de gueule. C'est un coup de gueule, puisque hier, c'était la journée mondiale du refus de la misère, qu'on assiste à nouveau dans le cadre de ce budget d'une coupe sombre dans les budgets des associations. Je rappelle quand même qu'en 2017, il y avait eu la suppression des emplois aidés qui permettait à un grand nombre d'associations de pouvoir pourvoir à leurs activités du quotidien. Donc on peut considérer qu'on s'en fiche, on peut considérer qu'on n'en a rien à faire, mais toujours est-il que les associations, moi je le vois, je suis élue du 20e arrondissement, c'est le cœur battant en fait d'un certain nombre de territoires. Nous, dans le 20e, ça a été 110 emplois aidés qui ont été supprimés, mais c'est pas des emplois aidés qui servent à rien, c'est pas des associations qui servent à rien, c'est de l'aide aux devoirs, c'est de l'accompagnement de seniors, c'est de la solidarité à l'échelle de la commune, c'est de l'organisation de la vie quotidienne, c'est de l'animation locale dont les associations aujourd'hui ont du mal à se remettre. Je pense qu'il faut qu'on arrive à avoir un grand plan d'accompagnement des associations, et je crois que là c'est une proposition qui serait plutôt consensuelle. C'est déjà valoriser l'engagement bénévole. Il y a des gens qui donnent leur vie pour des associations et sans qui on ne pourrait plus rien faire à l'échelle des territoires, notamment pourquoi pas, on est en plein débat sur pour ou contre une réforme des retraites. Je pense qu'une réforme juste devrait entre autres intégrer une reconnaissance de l'engagement associatif, pourquoi pas à l'échelle de quelques trimestres par nombre d'années investies, pourquoi pas aussi avoir une espèce de VAE, parce qu'il y a beaucoup de bénévoles, valorisation des acquis de l'expérience, il y a beaucoup de bénévoles qui font des tâches, des missions de comptabilité, de gestion, de missions administratives, qui ne sont pas forcément leur champ de compétences initial, mais sur lequel ils se forment de fait par l'expérience, et qui pourraient leur permettre ultérieurement de se réengager, de se réorienter. Et voilà, moi je crois que dans ce contexte de très grande difficulté sociale, à un moment où on a plusieurs millions de mal logés, plusieurs millions de personnes mal nourries, plusieurs millions de personnes qui se demandent comment ils vont boucler les fins de mois, il est plus qu'urgent de réinvestir le champ associatif, parce que quand on voit, je vais faire une comparaison. La question, c'est est-ce que c'est aux associations de pallier aux défaillances de l'État? Ce n'est pas aux associations de le faire, mais toujours est-il qu'aujourd'hui ils se retrouvent à le faire. Mais au-delà de la question des défaillances de l'État, c'est de toute façon des indispensables de notre quotidien. Sur la question des défaillances de l'État, moi je vous avoue qu'il y a quelques années, quand j'avais vu Gabriel Attal remercier
remercier les Restos du Cœur de tout ce qu'ils faisaient à l'échelle de notre pays, alors qu'ils venaient de baisser le budget alloué aux Restos du Cœur. J'ai trouvé ça vraiment fort de café et je crois que c'est assez emblématique du cynisme de cette majorité. Juste pour dire, pour admettre, on est tout à fait d'accord, c'est que sans en fait le travail des associations, et l'État peut pas tout faire, la cohésion du pays serait vraiment mise à mal. Le système ne tient plus dans toute une série de quartiers. S'il n'y a pas les assos, le système s'effondre. Alors, pour vous, Nicolas, ça rejoint un petit peu ce sujet. Oui, alors moi, c'est un coup de gueule quand même assez ciblé contre Anne Hidalgo, désolé. Hidalgo, non pas, enfin maire, mais surtout présidente entre guillemets du département de Paris, puisque Paris est à la fois une ville et un département, et contre Stéphane Troussel, qui est le président du département de Seine-Saint-Denis. Vous savez que les mineurs non accompagnés, notamment étrangers, tiennent une place importante aujourd'hui dans la délinquance. C'est malheureusement, on voit souvent dans les titres des journaux des faits commis par des jeunes mineurs. Et là-dessus, j'ouvre juste une parenthèse. Il y a 20 000 mineurs aujourd'hui isolés en France, et le ministère de l'Intérieur dit qu'il y a 2-3 000 délinquants. Donc ça m'énerve toujours un peu que ces 2-3 000 délinquants portent l'opprobre sur l'ensemble de ces mineurs qui sont aujourd'hui insérés dans la société, qui sont couvreurs, qui sont artisans boulangers, et on voit souvent des histoires magnifiques dans ce domaine. Bon, mais en tout cas, fin 2019, une loi a été créée pour mettre en place un fichier biométrique centralisé pour permettre de répertorier et de recenser tous ces mineurs isolés. Ça permettait, d'éviter que les faux mineurs se rendent et déposent leur demande parce qu'ils seront suivis ensuite. Ça évitait qu'ils fassent d'amende les faux mineurs de faire la demande dans plusieurs départements pour bénéficier à chaque fois de l'aide. Et puis ça permettait également de suivre les mineurs qui sont délinquants et de voir s'ils peuvent bouger de département et département. Eh ben, il y a tous les départements y adhérés, sauf 2, Paris et la Seine-Saint-Denis, qui sont d'ailleurs les plus gros pourvoyeurs, entre guillemets, de mineurs étrangers isolés. Alors, j'ai souvent interpellé Anne Hidalgo et Dominique Versini, d'ailleurs, qui est au cœur d'une autre polémique en ce moment. Et la réponse est non, on n'y adhérera jamais, par simple idéologie, parce qu'on ne fiche pas des mineurs, on n'aime pas des mineurs dans un fichier biométrique. Eh bien, écoutez, moi, je suis désolé, alors, c'était optionnel, et Laurent Nunez a annoncé que la loi du 7 février 2022 va être appliquée, puisque le décret va être appliqué le mois prochain ou le mois suivant. Donc enfin, à Paris appliqué. Et en 93, et dans le 93, on va pouvoir avoir un peu plus de suivre ces jeunes mineurs isolés. Et je terminerai juste par là, à ceux qui polémiquent et disent fichier, etc. Un jeune vrai mineur, il n'a qu'une envie, c'est d'être dans ce fichier pour avoir ses papiers, trouver un boulot et s'insérer dans la vie. Voilà, c'est à la fois un coup de cœur, un coup de gueule et une note d'optimisme quand même. Lamia Larage, comment on explique ça ? Comment on l'explique moi, si vous voulez, à chaque fois que j'entends parler de la question des mineurs étrangers isolés, j'aimerais que les gens qui mettent autant de cœur à dénoncer le non-fichage de ces enfants, parce que je rappelle que dans une grande partie des cas, ce sont des enfants, parce que quand on est mineur, on est enfant, que ces enfants puissent bénéficier d'accompagnement, puissent bénéficier de financement, puissent bénéficier d'infrastructures dédiées. C'est le cas. Je rappelle quand même, non, ce n'est pas le cas, Valérie. Je vous rappelle un certain nombre de chiffres, un certain nombre d'alertes qui sont partagées par beaucoup de départements. Il y a un courrier qui a été adressé au président de la République par tous les présidents de départements de France, de gauche plutôt, qui interpellaient sur le fait qu'ils n'avaient pas les moyens aujourd'hui d'accompagner correctement les enfants, que ces enfants étaient pour un grand nombre laissés à l'abandon dans la responsabilité de l'État qui est censé normalement permettre aux départements de les prendre en charge. La question de l'hébergement pose problème, la question de leur accompagnement, de leur insertion socio-professionnelle pose problème. Et ça c'est pas normal. Et aujourd'hui, considérer qu'il est normal de ficher des enfants, écoutez, moi, oui, ça me choque. Alors, à condition, si vous voulez, dans ce cas-là, parlons de l'ensemble des sujets, parlons des moyens donnés, parlons de l'éducation, parlons de la protection de l'enfance, sur lequel l'État a été condamné à plusieurs reprises. Mais regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Le problème dans sa globalité. C'est le département qui est en charge aujourd'hui des mineurs isolés, quels qu'ils soient. Cher Nicolas, vous savez comme moi que sur la question des budgets, l'État n'est absolument pas à la hauteur. Vous le savez, nous votons ensemble le budget. Est-ce que vous avez regardé, Lamia, le reportage d'M6 de Zone Interdite sur les enfants placés? Et je voulais vous faire écouter cet extrait. Dominique Versini, donc, qui est en charge de la protection de l'enfance auprès d'Anne Hidalgo, qui tombe de sa chaise quand elle découvre les conditions d'hébergement des mineurs à l'hôtel pour 1 500 € par jour à Paris. Donc on peut parler des moyens, il y a quand même un dysfonctionnement. Écoutez.
Qu'est-ce que vous pensez d'un accueil à l'hôtel pour un mineur? Ah bah c'est pas une place pour un mineur, mais c'est clair. Hein. J'aurais pas l'idée de mettre mes enfants à l'hôtel, donc pourquoi est-ce que je mettrais les enfants des autres? C'est une jeune fille de 15 ans, ça fait plus d'1 an qu'elle vit à l'hôtel. Elle est déscolarisée depuis longtemps. Pour éviter qu'elle se défenestre, les fenêtres sont camouflées, calfeutrées par un placard. Est-ce que vous êtes informé de ce type de situation et de prise en charge chez vous? Enfin, je ne connais pas le cas du tout de cette jeune fille, mais je pense que hors caméra, vous allez me dire où c'est, quel est l'hôtel, quel est le nom de cette jeune fille, et je vous assure que je m'y rendrai moi-même. Sinon, c'est pas possible, je peux pas vous croire. Ah. 1 500 € par jour. Je pense qu'elle est très sincère là. Oui, si vous voulez, moi, il y a un problème quand même. Sincèrement, je n'ai aucun doute sur la sincérité de Versini. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'effectivement, il y a des défaillances qui existent. Celle-ci est particulièrement inacceptable. C'est inacceptable. Du côté de Paris et du côté de ma famille politique, pour le coup, et je crois que par ailleurs, du côté des Républicains, c'est quelque chose que l'on partage. La question de la protection de l'enfance est une priorité. La question des modalités d'accueil de ces mineurs est une priorité. Et là, ce qui a été montré dans cette émission est absolument inacceptable. Dominique Versini a annoncé qu'une enquête était diligentée, que des demandes de sanctions disciplinaires avaient été mises en œuvre. C'est facile. Vous voulez que je vous dise, je ne vais pas vous dire, non, elle en est très contente et puis elle applaudit des deux mains. Bien sûr, mais enfin Nicolas, mais bien sûr que tout le système est à revoir. C'est ce que toutes les associations de Paris, elle dit tout va bien, tout va bien, tout va bien. Nicolas, moi je veux bien que systématiquement on se défausse sur la ville de Paris, qu'elle soit responsable de tous les maux. Mais à un moment, excusez-moi, la problématique est un peu plus globale. La question de la protection de l'enfance est un sujet national sur lequel la France est défaillante, et elle a été condamnée à plusieurs reprises, notamment récemment par la CEDH, pour non-respect d'un certain nombre de chartes, et notamment des modalités. Mais bien sûr que les départements pas assez. Quand on paye 1 500 € par jour pour une chambre d'hôtel, c'est. Je sais pas si c'est 500 € par jour, donc je Juste un point sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est que j'entends bien tous les débats et l'importance de la protection de l'enfance, et je suis en grande partie d'accord, et je me méfie, comme vous, des questions de fichage. Mais après, je me mets dans une logique de balance, d'accord ? On ne parle de la protection de l'enfance, on oublie juste qu'il y a une partie de cette enfance qui commet des délits, qui peut être plus ou moins graves, et qu'il y a des victimes. Et qu'aujourd'hui, quand vous faites la liste au quotidien des victimes de cette agression par mineurs isolés, elle est non négligeable, et qu'il n'y a aucune mesure ou pas suffisante mesure en matière de prévention. Donc peut-être que ce fichage-là... Combien de victimes on parle de quoi? Interroger. Dites-moi, vous dites c'est non négligeable. Donnez des chiffres précis. Je ne vais pas vous donner de chiffres parce que je ne suis pas policier, mais je peux vous garantir que la délinquance de ces jeunes, il suffit de parler avec toutes les autorités policières du 9-3, elles vont vous expliquer tout ce que ça fait au quotidien, et comme en plus il y a une impunité, quand on les arrête, on les relâche, parce qu'on n'a pas aujourd'hui les dispositifs juridiques pour le faire. Donc on est dans un système, en plus tout ça est très bien organisé par les bandes malheureusement. Donc cette absence de moyens, y compris avec cette problématique de fichage, fait qu'en fait vous fabriquez des victimes demain, et jusqu'au jour où il y aura peut-être une victime très grave, et là ce coup-ci ça vous amènera à revoir votre position, dire finalement on va peut-être le faire. Attendez, vous réagirez après. Qui se suicident eux-mêmes d'ailleurs. Allez, c'est l'heure de la pub et on se retrouve dans un instant. Sud Radio, ça débat chez Expert. Sud Radio, ça débat chez Expert, 9h-10h, Valérie Expert. On va revenir sur l'horrible assassinat de Lola qui émeut la France entière. Juste deux petites choses avant. Le tweet hier d'Emmanuel Macron pour saluer l'élection de Karim Benzema, Ballon d'Or. Il a juste tweeté KB9. Non, mais on dirait un adolescent qui tweet. Mon fils a fait ça, je crois, sur Instagram. Il a mis un cœur, j'espère. Il a mis un cœur. Non, il a mis le drapeau français. KB9. Donc c'est vrai qu'on est dans une période. Il y a une grève générale aujourd'hui. Il n'y a pas d'essence. Il n'y a pas d'essence. Il y a cet horrible drame de la petite Lola. Et puis l'ancien ministre Jean-Baptiste Djebbari qui lui a publié une petite vidéo sur TikTok qui a été supprimée mais qui est toujours visible, où il se filme avec des lunettes et fait référence à Jeffrey Dahmer, le tueur en série. Il y a la série sur Netflix en ce moment. C'est de très 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 mauvais goût. Donc on parle de déconnexion des politiques, mais c'est vrai que ça a beaucoup fait réagir ce KB9 qui est plutôt le tweet d'un ado. Je ne sais pas, vous en pensez quoi, Jean-Luc Benamias, un petit mot. Moi, je voulais revenir sur les mineurs isolés parce qu'on m'a discuté beaucoup de Paris et de la région parisienne, mais les mineurs isolés, il y en a dans toute la France. Bien sûr. Des mineurs isolés, d'ailleurs, oui. Non, des mineurs isolés, j'y vais y venir, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, car où passent les migrants et d'où viennent ces mineurs isolés? Ce sont des mineurs isolés qui ont été, pour des raisons
X et Y, non pas abandonnés par leurs parents, mais parfois tout ça est en dispersion quand on passe la Méditerranée ou quand on passe les frontières, notamment entre la Turquie et la Grèce, et qu'on retrouve dans les Hautes-Alpes, qu'on retrouve dans les Alpes de Haute-Provence, qu'on retrouve dans les Alpes-Maritimes. Et quand ils ont de la chance, ces mineurs isolés, ils arrivent sur les grandes villes comme Aix et Marseille. Ce sont les départements qui ont la charge de tous ces mineurs isolés. Or, les départements, que ce soit en Île-de-France, que ce soit en Provence, à la Côte d'Azur, n'ont pas forcément totalement les moyens de s'en occuper. Ça veut dire payer des animateurs, payer des éducateurs et mettre les enfants à l'hôtel. C'est malheureusement interdit la maintenant. seule solution trouvée dans l'immédiat pour permettre à ces enfants isolés, sauf que c'est interdit, d'être hébergés quelque part. Et ça n'est évidemment pas une réponse. Voilà, j'ai fini là-dessus pour expliquer que cette problématique est une problématique globale des migrations et dans le monde et en Europe et en France, et qu'à ce niveau-là, les moyens mis par l'État ne sont pas suffisants. Parlons de ce drame, donc cette petite fille de 12 ans violée, torturée par une ressortissante algérienne de 24 ans qui était en situation irrégulière. Elle avait été interpellée dans un aéroport et placée sous l'obligation de quitter le territoire dans les 30 jours. Donc ça, c'était, si j'en crois ce que disent nos confrères, le 21 août dernier. Donc 21 août plus 30 jours, on a largement dépassé les 30 jours. Ce matin, Gérald Darmanin, chez nos confrères d'RTL, disait qu'il était tout à fait dans les clous et que les 30 jours étaient respectés. Ce n'est visiblement pas le cas, et rappeler que les OQTF, les obligations de quitter le territoire, ne sont exécutées que dans moins de 5% des cas. Est-ce que c'est le sujet? Je ne sais pas. Il y a une récupération politique assez nauséabonde aussi sur cette affaire. Et je sais pas, Alexandre Malafaye. Écoutez, moi sur cette affaire, je crois qu'il ne faut pas se tromper de combat ou de procès. C'est pas le procès de l'immigration qu'il faut faire dans cette opération. Ceux qui la font, ceux qui en profitent, se trompent évidemment, mais ils le font à dessein comme d'habitude, et c'est assez triste. En revanche, il y a un procès à faire. Enfin, on en faisait un tout à l'heure sur les problématiques de l'enfance. C'est effectivement le procès d'un système policier, justice, qui dysfonctionne, sur lequel il y a des véritables trous dans la raquette. Et maintenant, je pense qu'il faut faire très attention sur cette affaire. Elle est dramatique, elle est épouvantable, mais il ne faut pas en tirer trop de leçons, si ce n'est de dire il y a effectivement un système politico-judiciaire qui ne marche pas bien, mais il ne faut pas faire ce procès de l'immigration, parce que, on peut tout faire dire à l'immigration. L'immigration, je rappelle que par exemple un jeune garçon sans papier qui s'appelait Mamadou Gassama, il a sauvé un petit garçon qui était en train de tomber du 4e étage en escaladant la façade à main nue. On peut dire que grâce à l'immigration, on a sauvé un jeune garçon. Donc l'immigration, elle peut produire tout et son contraire, comme tout d'ailleurs. Donc il faut qu'on fasse très attention, et là je suis épouvanté par effectivement la qualité du débat public sur ce sujet. C'est surtout pour moi le procès de la psychiatrie. La psychiatrie est en danger, la psychiatrie est malade aujourd'hui. Il faut savoir qu'il y a à peu près 3500 SDF à Paris, il y en a 300 000 en France, et qu'aujourd'hui ils ne peuvent pas se faire soigner. Il n'y a plus d'hôpitaux psychiatriques fermés, il n'y a plus de lits, il n'y a plus de soignants, ils sont épuisés, épuisés. Il n'y a plus de lits, il n'y a pas assez de lits, et donc il n'y a pas d'hôpitaux psychiatriques fermés et ouverts. Et donc c'est un vrai souci. Et je voyais hier des chiffres. Un tiers de ces SDF souffrent de troubles psychiatriques, la schizophrénie ou bien évidemment la bipolarité, et que 9 sur 10 seulement reçoivent des traitements. Et d'ailleurs, on le voit beaucoup dans les faits divers. C'est souvent des gens, les 1 sur auteurs, 10, vous voulez dire. 1 sur 10, je pense que tu veux dire. 9 sur 10 ne sont pas traités. Ah voilà, c'est ça. Donc c'est terrible. Et c'est le cas dans d'autres villes, c'est le cas à Marseille. Voilà. Alors, un SDF, on le sait, on ne peut pas l'obliger à se soigner. D'ailleurs, on ne peut pas non plus l'obliger à l'emmener dans des... Contrairement à ce qu'on dit, il y a quelques places. Moi, dans le 15e, on a 2500 places pour des SDF, mais qui ne sont pas aujourd'hui... Non, mais je parle de psychiatrie. Il y a de places de psychiatrie. On l'a vu avec le crack. Il faudrait donc trouver, bien évidemment, des logements pour ces SDF, pour qu'ensuite, on puisse les traiter à domicile, tranquillement. Mais c'est un vrai problème. Et puis, le deuxième problème, c'est bien sûr la QTF. Alors, on parlait des dates, oui, 21 août, 21 septembre, les 30 jours étaient dépassés. Enfin, comme elle était SDF sans domicile fixe, comment on a pu lui donner son EQTF, comment elle savait qu'elle devait partir, c'est aussi toute la question qui devait se poser. Non, mais ce matin, moi j'ai été interpellé par Gérald Darmanin qui disait que ils sont dans les clous. Il dit la suspecte n'est pas connue des services de police depuis à peine un mois. Elle a une obligation de quitter le territoire. Il a dit à peine un mois. Donc je pense qu'il va jouer sur ces mots-là, à
peine un mois, mais force est de constater de toute façon qu'il n'y a pas... dans Paris, elle couchait chez les uns et les autres, donc c'était très difficile de lui remettre même son OQTF. Lamia, elle arrache cette... Alors, déjà, je vous cache pas que je réagis d'abord en tant que citoyenne, en tant que maman. Je me mets à la place des parents, c'est absolument épouvantable. C'est-à-dire que jamais on est prêt à ce genre de situation, à la fois ultra violente, absolument dégoûtante. Enfin voilà. Donc d'abord exprimer toute notre solidarité aux parents, au collège, aux enseignants, à l'équipe qui doit gérer aussi cette situation, parce que cette petite fille était aussi une camarade de classe, une collègue, une sœur, une copine, une cousine, bref. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, moi je vous rejoins, je pense qu'il faut faire très attention à ne pas réagir dans l'émotion. C'est toujours la problématique de ce genre de drame et dont il ne faut pas tirer des conséquences trop vite. Je pense qu'il y a un temps de justice, parce que la version a par ailleurs évolué entre il y a 48 heures et aujourd'hui. Donc je pense qu'il est urgent d'attendre les conclusions de l'enquête en cours. Bravo pour l'enquête, parce qu'elle a été très très vite. Elle a été. Alors moi, je pense qu'il faut quand même attendre les conclusions. Il faut laisser le temps aux professionnels de l'APJ de faire leur travail et derrière voir ce qu'il en est concrètement. Je crois que là aussi il faut faire très attention. Oui, elle avait une OQTF. Oui, la problématique des OQTF, elle est connue, elle est réelle. Elle est concrète. Comment est-ce qu'on met en œuvre une OQTF? C'est un problème qui ne date pas de ce drame. C'est un problème concret dont on parle à plusieurs reprises. Et attention, là aussi, l'immigration n'est pas responsable de tous les maux de la société. Vous avez évoqué l'exemple du jeune homme qui avait sauvé un jeune enfant. Je rappelle aussi que quand il y avait eu la prise d'otage à l'hypercachère, c'était un autre monsieur très courageux qui avait sauvé les gens qui étaient enfermés. Enfin bref, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut faire très attention à ne pas tout mélanger. Ça me permet par contre de faire juste un petit parallèle avec actuellement la mobilisation en cours des forces de police judiciaire suite à la réforme annoncée par Gérald Darmanin qui veut mettre à genoux la police nationale qui est quand même déjà très éprouvée, et ça c'est absolument inacceptable. Nous avons besoin en France d'officiers de police judiciaire, nous avons besoin en France d'une police nationale qui soit capable de mener des enquêtes indépendantes, qui permettent à la justice de fonctionner, qui permettent aux enquêtes de pouvoir aboutir. Et ce qu'est en train de faire le gouvernement d'Emmanuel Macron, ce qu'est en train de faire Gérald Darmanin à la police nationale et notamment à la police judiciaire en souhaitant la supprimer, c'est inacceptable. Parce que demain, comment est-ce qu'on mène des enquêtes si on n'a plus de PJ? Il veut la mettre sous la tutelle notamment des préfets, on va pas faire, et donc du préfet, et donc la mettre sous la tutelle de l'État. Sous la tutelle, et au-delà de ça, de réduire et les moyens, et les formations, et les dotations. Je suis d'accord. On a vu dans les autres pays ce que ça donnait comme dérive. Pour moi, une mauvaise réforme. Revenons. Alors, on a reproché aussi au gouvernement d'être déconnecté, de ne pas avoir réagi suffisamment sur. Non, j'ai regardé Emmanuel Macron donc a salué le Ballon d'Or, KB9, mais pas un mot pour la, en tout cas officiellement. Le ministre pourrait être bon. Jean-Luc Benamias. Je vais revenir sur les OQTF. 90% des OQTF ne sont pas mises en œuvre. Les seules mises en œuvre de raccompagnement à la frontière après les OQTF sont des mises en œuvre en Guyane et à Mayotte. Oui, puisqu'on ne peut pas les. Dans le reste du pays, il s'agit d'une personne sur 100, d'une personne sur 1000 qu'on arrive à raccompagner à la frontière. Et parce qu'effectivement, raccompagner les gens à la frontière, ça demande généralement qu'il y ait à peu près 3 à 4 policiers qui les accompagnent. Policiers ou gendarmes. Et dans ce cadre-là, et parfois, ça n'est pas en bateau, ça peut être en avion. Vous voyez bien les coûts de tout cela. Donc, la problématique est bien une problématique de gestion des migrations entre les différents continents dans lesquels nous vivons. La problématique va être encore plus délicate et plus difficile avec les différentes guerres que nous vivons, notamment celle en Ukraine, mais aussi les problématiques de changement climatique, quand nous verrons arriver, non pas uniquement à nos frontières françaises, des centaines de milliers de Pakistanais qui vivent les pieds dans l'eau. Voilà, je ne vous apprends rien, je ne grossis pas les sujets, j'explique simplement que par rapport à ça, nous avons devant nous de grands enjeux de voir comment nous accompagnons l'ensemble des migrations possibles et qui vont sans doute venir, et comment l'ensemble des États, notamment la France et notamment surtout l'Union européenne, se mettront en capacité d'agir. Et pour l'instant, nous n'agissons pas suffisamment puisque la politique menée par Frontex, c'est la police
des frontières européennes qui navigue, qui est chargé de s'occuper notamment des migrations en Méditerranée, chacun sait qu'on renvoie la balle, notamment uniquement à la Turquie, par exemple. Mais Jean-Luc, tu oublies de dire aussi, effectivement, renvoyer quelqu'un, ça coûte cher, effectivement, et c'est compliqué, mais aussi on ne peut pas renvoyer, bien évidemment, on ne peut pas renvoyer dans les pays qui sont en guerre, donc en Soudan, en Afghanistan, etc. C'est pas forcément et contre la vie des pays. Et contre la vie des pays. Darmanin n'a toujours pas réussi à avoir des accords vraiment sérieux avec le Maroc et l'Algérie, par exemple, pour renvoyer, notamment, puisque je parlais tout à l'heure des jeunes mineurs délinquants, c'était essentiellement des bandes de mafias. Malheureusement, ces jeunes sont pris dans des mafias, ils sont drogués, et on ne peut pas les renvoyer dans les pays concernés parce que les pays ne veulent pas tout simplement récupérer leurs délinquants. Voilà, et donc il y a un moment, il faudra se poser cette question. On marque une pause, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, ça débat chez Expert, 9h-10h, Valérie Expert. Nous débattons jusqu'à 10h, juste quelques mots encore sur le drame affreux de cette petite fille de 12 ans. Je voudrais que la presse arrête de donner des détails, tous les détails. On n'a pas besoin de savoir ça. Il faut penser à la famille, aux proches. Enfin, l'ignominie de ce qui a été fait à cette petite fille est abominable et on n'a pas besoin de rentrer dans ces détails sordides et abjects, et voilà, certains font du clic avec ce genre de choses et c'est absolument... C'est du business. C'est du business. Maintenant, sur la récupération politique, on voit, alors on reproche à la France Insoumise ou à la gauche de ne pas avoir réagi, on reproche à Éric Zemmour de parler de francocide et de récupérer cela. Donc, quelle est la juste mesure des politiques dans un cas comme celui-là ? Mais c'est de l'indécence, en fait, tout ça. Sincèrement, c'est vraiment indécent. Quand vous avez une situation comme celle-là, la question, elle n'est pas politique. D'abord, un tout petit peu de respect pour la famille et pour la pauvre petite victime. Déjà, premièrement. Deuxièmement, laisser le temps à la justice de faire son travail. Et puis, on en tirera ensuite des conclusions, s'il y a des conclusions à en tirer. Mais respectons les individus. Je crois que c'est ça qui est urgent. Vous voulez réagir à quoi ? De dire qu'on est solidaire de la famille ? Mais évidemment que je crois que tout un chacun, quelle que soit son opinion politique, ne peut qu'être solidaire de cette pauvre famille qui subit un drame que personne n'oserait imaginer. Donc un petit peu de décence, je crois que ça ferait pas de mal. Après, bien évidemment, je partage totalement ce qui vient d'être dit. Après, effectivement, on constate quand même une insécurité globale dans toutes les villes de France, et notamment à Paris. Enfin, faut être honnête avec la réalité. Et on n'a pas assez de policiers nationaux, on n'a pas assez de policiers municipaux, on n'a pas assez de police de proximité. Je reproche toujours à Nicolas Sarkozy d'avoir supprimé cette police de proximité. Nicolas. Il faut qu'elle revienne. Malheureusement, elle ne revient pas avec la police municipale parce que on fête c'est un an, on n'a pas assez de policiers municipaux, ça va pas assez vite, Anne Hidalgo. Mais enfin bon, j'espère qu'on arrivera un jour à Arrête de mettre Anne Hidalgo à chaque conclusion de phrase, d'accord ? Les difficultés de recrutement de la police municipale sont nationaux, de tous les agents d'un certain type de catégories sur certains métiers, c'est une difficulté concrète et réelle. Et par ailleurs, la police municipale n'a pas à se substituer à la police nationale. Il faut quand même le rappeler aussi. Juste préciser, Marie-Hélène, elle nous dit, vous êtes dégoûtant ce matin entre psychiatrie au QTF alors que cette petite fille a été torturée. Si c'était votre enfant, comme d'habitude, les gauchias défendent l'indéfendable. Non, on défend pas l'indéfendable. J'espère qu'elle sera jugée. J'espère qu'elle sera jugée. J'espère qu'elle... on n'a pas dit qu'elle est... Mais je pense que déjà, psychiatrie, on ne dit pas que c'est une folle parce que les gens en ont marre d'entendre ça à chaque fois qu'il y a un drame. Je pense quand même que pour torturer une petite fille comme ça a été le cas, il y a un truc qui fonctionne pas dans le cerveau de cette femme, et je pense qu'elle sera déclarée responsable, c'est ce qu'ont l'air de dire les policiers, et qu'elle sera condamnée lourdement. L'OQTF, quand on l'évoque, c'est pour dire que peut-être effectivement si elle avait été renvoyée chez elle, ce serait pas arrivé, mais c'est pas, on ne la défend pas et on n'est pas en train de justifier ce qu'elle dit. J'espère qu'elle sera responsable pénalement. Bien sûr. Surtout, et que effectivement les psychiatres vont pas nous sortir un rapport de 25 pages en disant mais attention, elle est irresponsable, elle peut à peine être jugée, elle sera enfermée dans un hôpital psychiatrique pendant un an et puis elle sera ressortie ensuite pour aller au village normal. Attention quand même. Alors de toute façon, la
La défense, bien sûr, va certainement jouer cette carte-là, mais à supposer que ça se produise, ça s'est produit dans le cadre de l'affaire Halimi, malheureusement. Voilà, je voulais en venir. Et c'est allé très loin avec la Cour de cassation qui finalement a rendu un arrêt qui était une erreur, non seulement sur la forme, mais aussi sur le fond. Ils auraient dû renvoyer l'affaire aux assises. Et aux assises, ils auraient effectivement fait la part de la lumière, mais peut-être aurait-il été déclaré fou, mais au moins ça se serait fait en plein procès devant les Français, et à un moment donné, le verdict aurait été accepté, ce qui n'était pas le cas. Là, en l'occurrence, même si par hasard elle était déclarée psychiatriquement fragile ou irresponsable pénalement, on est d'accord, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elle sortirait au bout d'un an. Je pense que pour le coup, quelqu'un comme ça risque de passer sa vie entière en détention psychiatrique. Je suis moins sûr que vous, mais enfin bon. Moi, je voudrais juste revenir là-dessus, parce que c'est quand même un vrai sujet, et l'idée, c'est pas de dédouaner qui que ce soit, bien évidemment, et en l'occurrence, dans ce cas, je vois pas comment on pourrait être solidaire de quelqu'un d'autre que de la victime et de sa famille. Mais sur la question de l'irresponsabilité pénale, c'est un sujet majeur. On a eu l'occasion de débattre à l'Assemblée nationale du texte relatif à l'irresponsabilité pénale, dit texte suite à l'affaire Halimi, et c'est vrai que ce qui est pointé du doigt par tout un ensemble de responsables politiques, et ce de façon assez unanime, c'est aujourd'hui, il n'y a pas de moyens consacrés à la psychiatrie. Donc vous avez des gens qui sont atteints de troubles psychotiques, c'est une réalité dans notre pays, et malheureusement de plus en plus, qui sont dangereux pour eux-mêmes ou pour les autres, et qui sont relâchés dans la nature parce qu'on n'a pas de place en psychiatrie pour les prendre en charge. L'idée n'est pas de l'excuser ni quoi que ce soit. Pas du tout. Mais c'est extrêmement grave. J'ai eu l'occasion, en tant que parlementaire, de visiter la prison de Limoges, par exemple. Dans la prison de Limoges, vous avez des gens, des cellules. Alors déjà, ils sont 3 par cellule, sauf ceux qui sont atteints de troubles psychotiques, qui représentent un danger pour eux-mêmes, mais surtout pour les autres, qui sont enfermés dans des cellules seules, mais où les agents de la pénitentiaire nous disent, mais en fait, je n'ai pas les moyens de le prendre en charge. On ne sait pas gérer des personnes comme ça. Sa place n'est pas en prison, parce que par ailleurs, ce n'est pas un endroit adapté pour eux. Et attention, pardon, juste je finis, les hôpitaux psychiatriques fermés pour des personnes qui ont commis des délits pénaux, c'est pas une promenade de santé, c'est des lieux de détention, mais avec des soins adaptés. Et on en a quasiment Ce qui est extraordinaire, c'est que sur ces sujets sont tous sur la table depuis très longtemps, et la question effectivement de la psychiatrie, en particulier dans les prisons, est parfaitement connue, et les chiffres ne sont pas anodins. Parce qu'on dit, quand vous discutez avec l'autorité pénitentiaire, en off, évidemment, il n'y a pas de chiffre fiable, mais ils disent globalement entre 25 et 30% des détenus souffrent d'un vrai problème psychiatrique. C'est pas rien, donc ça veut dire 20 à 30 000 personnes. Quoi. Jean-Luc ? Les pires des métiers, dans ce qu'on peut penser de métiers difficiles et délicats, c'est gardien de prison et personnes s'occupant à plein temps des hôpitaux psychiatriques, aides-soignants et infirmiers. Vous vivez avec des gens qui sont avec des moyens humains extrêmement faibles. Vous ne pouvez pas partir en congé très souvent parce que effectivement il y a des moyens extrêmement faibles, il n'y a personne. Et le statut de la psychiatrie en France, on vient de le dire, vous venez de le dire, est un statut qui n'est pas assez élaboré et qui n'a pas assez de moyens. C'est le prochain scandale d'État, je pense. Alors, est-ce que le problème c'est la psychiatrie ou l'immigration ? Non, c'est tous la psychiatrie. Il y a des gens d'origine totalement française qui sont aussi des gens qui sont en psychiatrie et qui ne sont pas des migrants. Mais je vous parle Pardon, Valérie. Oui, mais la polémique aujourd'hui, elle est là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la classe politique qui estime que c'est à cause de l'immigration que ce type d'incident se produit. Mais non. Mais des gens en psychiatrie. 500 SDF qui à Paris, il y a plus de 50% sont des Français. Donc voilà. Bon, quelques mots sur la grève. Il nous reste 2 minutes. Grève suivie, pas suivie. Est-ce que ça peut faire boule de neige? Est-ce que la SNCF, Jean-Luc, dans les transports, on peut dire qu'elle est suivie. Oui, ça c'est sûr. Sur ce qui concerne notamment le nucléaire français, vous l'avez vu. On parlait de nucléaire au départ. C'est suivi. Grève suivie ailleurs dans différentes professions, pour l'instant, ça ne se voit pas directement. Non. Mais il y a des secteurs où il y a des grèves suivies, oui. Et on peut considérer, je considère que quand il y a des super profits, il est évident que les salariés de ces différentes sociétés doivent avoir des augmentations de salaire. Et que ces augmentations de salaire doivent passer le cadre de l'inflation, doit passer le cadre des 6% d'augmentation. Mais pour rebondir sur ce que dit Jean-Luc, et là je suis d'accord avec lui, de toute façon, il y a quelque chose qui devient incompréhensible et qu'il faudra traiter un jour. Les écarts de rémunération qui ont évolué depuis ces 20 ou 30 dernières années de manière absolument aberrante avec les grands groupes internationaux. Un écart de rémunération de 1 à 20 à 30, ça peut se comprendre dans une organisation. Là, on est du 1 à 100, 1 à 1000 parfois. Exactement. Ça n'a plus aucun sens. Et ce problème-là est vraiment sur la table. Et je comprends que des gens soient très énervés par rapport à ça. Mais par contre, je suis aussi quand même très en colère contre le gouvernement
qui donne des leçons au secteur privé sur la manière dont il devrait organiser son dialogue social. Là, en l'occurrence, il a bien tapé sur Total, sans doute peut-être à raison. Là encore, on verra l'issue. Mais quand même, pardon, c'est ce même gouvernement, et depuis très longtemps, qui lui n'hésite pas à passer en force sur tous ces sujets. Donc d'un côté, il n'y a pas de dialogue politique et social, et de l'autre côté, on dit le privé, vous n'êtes pas bon, quoi. Mais la culture de l'absence de dialogue social, elle est cultivée, par les gouvernements qui se succèdent depuis 30 ans. Oui. Non, mais il faut de toute façon aujourd'hui augmenter l'ensemble des salaires en France. C'est-à-dire, l'objet des campagnes présidentielles, il était là-dessus. Tant qu'on n'augmentera pas au moins de 20% l'ensemble des salaires, alors c'est pas l'État doit réduire, bien évidemment. C'est pas aussi simple que ça. On a eu une femme entrepreneur hier qui réagissait en disant, moi je peux pas, je peux pas. L'État doit réduire certaines charges pour permettre aux entreprises dans les branches d'augmenter les salaires. Et si on n'augmente pas les salaires de façon générale en France, on aura tout le temps des événements comme c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je crois que là, on est en train de toucher du doigt une problématique qui risque de nous exploser à la figure, et quelque part, peut-être tant mieux pour que enfin on se pose les vraies questions, si je puis dire. La question aujourd'hui des salaires et du pouvoir de vivre des Françaises et des Français, c'est-à-dire de gens qui travaillent et qui ont envie de vivre dignement des revenus de leur travail, et qui ont envie, au-delà de se payer leurs factures de base, de pouvoir s'émanciper, payer à leurs enfants des loisirs, des vacances, des sorties. Et ben je crois qu'il est plus que temps que la question des salaires elle soit sur la table. Pardon, mais l'indécence en ce moment de la question du débat autour des salariés des raffineries, quand on voit les dividendes qui sont ceux de Total, c'est un problème, mais qui est absolument inacceptable. Pardon, par rapport à ça, quand on dit aujourd'hui, dis donc, les mecs qui travaillent dans la raffinerie à 2300, 2500 euros par mois, excusez-moi, leur espérance de vie, elle est aux alentours de 60 ans. C'est des gens qui potentiellement ne verront jamais leur retraite, qui font les 3-8, qui travaillent de nuit, qui n'ont pas de week-end, qui respirent du pétrole toute la journée. Donc tous ceux qui ont envie d'avoir ce boulot-là, mais qu'ils y aillent, il n'y a aucun problème là-dessus. En revanche, qu'on se pose la question, qu'on arrête de niveler par le bas, qu'on arrête de se comparer à son voisin qui est mieux payé, mais plutôt de convoquer une grande conférence sociale pour discuter de la question de la rémunération en mettant sur la table ces sujets-là, je crois que c'est important. Enfin, dernier point, petit coup de gueule, grève dans les transports. Moi, j'ai pas entendu Clément Beaune s'exprimer. Hier, il était dans les médias pour commenter tout et n'importe quoi. Rachida Dati, Valérie Pécresse, donner son avis sur la pluie et le beau temps, alors qu'il est ministre des Transports et qu'aujourd'hui, on a un problème majeur et de grève et de coûts, parce que les billets de la SNCF, notamment pour les vacances de Noël, j'aimerais aussi qu'on puisse en discuter. C'est affreux. Puisque le président Macron a dit qu'il était aux côtés des Français. Donc, malgré le manque d'anticipation, KB9 était aux côtés des Français. Et pourtant, il y a eu vraiment sérieusement un manque d'anticipation et une cacophonie dans le département. C'est fini, c'est l'heure du journal. Merci. Merci. Il n'y a pas de pénurie. Mais il est automobiliste. Il dit je suis automobiliste. Voilà. Il connaît le problème. Allez, dans un instant, les médias, on va recevoir Jackie de Platine 45. Vous êtes tous trop jeunes autour de la table. Et ben voilà. Allez, à tout de suite. Absolument.